dans le désordre de mes idées, quand j'adore le désordre, il va falloir que j'essaie d'être clair pour que vous compreniez ce que je veux dire. Alors je vais, en fait, si vous voulez bien, examiner ma consultation. C'est-à-dire je vais renverser la donne et je vais examiner devant vous ma consultation avec les adolescents. Qu'est-ce qui se passe quand un adolescent vient me voir avec sa famille ? D'abord, il commence par dire « moi j'ai rien, c'est eux qui m'amènent ». C'est un standard. Ils n'ont jamais rien, ils ne savent pas pourquoi ils viennent, etc. Alors qu'en fait, ils savent très bien. Et donc, mon premier temps, c'est de dire « vraiment, tu ne sais pas vraiment ». Alors, c'est tes parents peut-être qui doivent venir en consultation. Peut-être que tu sors et tu me laisses avec tes parents. Et alors, il est un peu étonné. Certains résistent et d'autres admettent certaines possibilités de rencontre. C'est déjà un bon signe. Parce que beaucoup de choses se jouent dans les premières secondes de l'entretien et beaucoup de choses se jouent à la fin de l'entretien. Ou parfois, à la fin de l'entretien, il lâche quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Parfois même, c'est au bout de 3-4 rencontres, où finalement, après avoir joué un rôle vis-à-vis de l'examinateur, vis-à-vis du psy, il finit par adhérer dans une compliance dans la relation. Souvent, je dis d'ailleurs aux adolescents que je rencontre, écoute, j'ai rien compris à ton problème, si on se revoyait, quoi. Et ils sont très satisfaits du masque qu'ils m'ont proposé. Dans le fond, ils sont masqués. Sachant aussi que en adolescence, en pratique de l'adolescence, l'examinateur est en consultation. C'est-à-dire que l'adolescent vous consulte. Il n'y a pas que le côté de l'expert qui rencontre quelqu'un. En fait, le psychiatre lui-même est examiné, le psychiatre, le psychologue, l'éducateur est examiné par l'adolescent. Autre phénomène curieux, ce sont les parents qui ont oublié leur adolescence. C'est en disant... voilà, je ne comprends plus mon enfant. Je dis, mais vous-même, quand vous étiez adolescent, vous n'avez pas eu des moments de tension, d'opposition, etc. Et on dirait qu'il y a un oubli névrotique de la période d'adolescence, qui est une période difficile, de doute de soi, de doute de ses parents, etc. Et avec des figures très, très outrées. Par exemple, si je prends l'exemple des adolescents adoptés, des adolescents adoptés donc à l'adolescence qui posent beaucoup de problèmes. Méfiez-vous de ce que je dis, je vois les adolescents adoptés qui vont mal, je ne vois pas les adolescents adoptés qui vont bien, par définition. Je vois de temps en temps un adolescent qui va bien, souvent des enfants de journalistes, de psychiatres d'ailleurs, qui m'amènent leurs gosses en consultation. Alors c'est amusant parce que quand je demande très souvent le métier des parents, et une fois, je me souviens que je trouve un papa très, très performant dans ses explications à son adolescent. Quand je lui demande son métier, il est psychiatre, donc je dis, bon, ça va, finalement, il comprenait bien le problème qu'il m'expose. Puis la deuxième consultation qui suit, je trouve la maman encore plus compétente que le papa que je viens de voir psychiatre. Alors je dis, écoutez, vous êtes psychiatre? Elle me dit, non, pédopsychiatre. Donc vous voyez, il y avait une progression très, très étonnante dans les parents, mais aussi ils consultaient. Et la dernière consultation que j'ai faite, pour vous montrer parfois, j'en parlais avec Maurice hier soir, je vois une maman qui a une sale maladie, qui est médecin, une sale maladie, elle a un cancer de l'ovaire, vraiment une saleté, qui a un protocole expérimental qui vient des États-Unis en utilisant des cellules modifiées génétiquement pour tuer les cellules cancéreuses. C'est une espérance majeure dans le cancer. Et elle a donc, en chimiothérapie, perdu ses cheveux. Elle m'amène sa gosse qui fait une tricotylomanie, qui s'épluche les sourcils. Je trouve ça évident que la petite s'identifie à sa mère sur le plan somatique en reproduisant finalement le corps de sa mère dans son propre corps. Et quand je lui dis, vous savez, vous ne croyez pas qu'il y a une analogie, un comportement défensif de sa part, etc. Elle m'a dit, je n'y avais pas pensé. Parce que quand on est dans le système, en fait, on ne voit pas. Alors, comment donc peut-être, si on revient à ma consultation, j'ai une méthode, quoi. J'ai une méthode, sachant qu'il y a plusieurs principes. Le principe, c'est que l'adolescence, c'est d'être unique et semblable aux autres. Donc c'est quand même un peu difficile d'être unique, populaire et semblable aux autres. Donc le groupe, la bande,
le meilleur ami, qui est un phénomène névrotique incroyable, le meilleur ami, la meilleure amie, sur lequel on projette toutes les qualités qu'on voudrait avoir, qui ne les a pas, et réciproquement. C'est-à-dire, votre meilleur ami, il a toutes les qualités que vous voudriez avoir, et lui, il projette sur vous les mêmes choses. Et d'ailleurs, on s'aperçoit dans l'évolution des temps que les meilleurs amis à l'adolescence, on s'en écarte un peu parce qu'on risque toujours d'avoir des déceptions ou qu'ils soient déçus. On a des difficultés sur le meilleur ami à l'adolescence. Et il y a aussi le fait très très particulier du doute de devenir, avec aussi ce qu'avait dit Hubert Flavigny, qui était le prédécesseur de Philippe Jamet, et donc ton prédécesseur. Hubert Flavigny avait décrit quelque chose de très intéressant, la dépression hostile. C'est-à-dire que quand on est déprimé, on s'effondre, nous. Eux, ils sont hostiles. Et donc, il faut faire attention quand un adolescent est difficile avec vous, plutôt que de contre-transférer, de dire « oh, il me casse les pieds, je ne vais pas pouvoir le supporter ». Non, non, c'est de dire cette manifestation d'hostilité initiale est peut-être en fait un signe de malaise, de souffrance. Et quand quelqu'un souffre, il est plus sympathique que quelqu'un qui est hostile. On est d'accord ? Imaginons que Poutine souffre et on aurait là une solution au conflit actuel. Donc, on a donc ces méthodes. Et moi, je travaille en 3 temps, avec une position en fait phénoménologique, c'est-à-dire de la conscience qui interroge la conscience, c'est-à-dire une empathie sensible, en essayant de m'identifier le plus possible à l'adolescent que je rencontre, en essayant de devenir lui, tout en restant moi. Position naturelle de la phénoménologie. Et l'empathie sensible est intéressante parce que quand quelqu'un sent une empathie vis-à-vis de lui, ça aide quand même à la communication. En parlant beaucoup quand même. Il n'y a pas le silence d'attente. Il faut meubler son discours beaucoup, parler beaucoup, partir dans toutes les pistes, même si elles ne sont pas bonnes. On risque rien, on risque pas de se tromper. On diversifie les demandes et parfois on a, comme ça, comme à la pêche, quand on lance un hameçon et qu'on tire la romagnole, on attrape parfois des mulets ou pas. Et là, des fois, au niveau clinique, on attrape. Alors, le premier temps, c'est celui que je vous ai décrit. Je demande pourquoi il vient avec les parents. Finalement, je demande souvent aux parents, alors pourquoi vous me l'amenez ? Alors, bon, phobie scolaire, addiction aux jeux vidéo, dépressivité, c'est les 3, et parfois aussi, mais plus rarement, un trouble de la personnalité qui s'amorce, quoi, où je ne reconnais plus mon enfant, etc. Il est bizarre, avec la particularité que le délire, enfin le délire, c'est un moment difficile parce que le délirant, en fait, il y a des éléments positifs dans le délire, il reconstruit un monde parce qu'il a perdu notre monde, quoi. Et que donc, c'est les éléments positifs du délire. Et le délire, c'est aussi survivre à un monde qui a disparu dans sa représentation du monde. Donc, premier temps avec les parents, je les fais sortir avec 2 conditions. Respect des parents qui sont sortis et confidentialité de ses propos. Ce qui est une difficulté quand, par exemple, des idées noires apparaissent, quand il est suicidaire, et que donc je suis tenu par le secret de ma rencontre avec lui, sinon je suis factice. D'ailleurs, à ce propos, jamais j'accepte que les parents me parlent après lui. Quand ils me disent « j'ai quelque chose à vous dire », j'ai dit non. Vous ne me dites rien, vous sortez avec lui, parce que si jamais je revois le parent après, je suis un félon dans la relation et je mens et je ne suis pas crédible. Et puis finalement, le 3e temps, c'est d'obtenir avec lui un accord, par exemple, d'hospitalisation, je pense notamment aux anorexiques. Il faut que je t'hospitalise, peut-être avec une sombre nutrition, tu seras moins longtemps hospitalisé, et donc, parce que tu t'en sortiras pas comme ça, en dehors. Alors, elle pleure, elle me dit non, je veux pas, etc. Puis je dis, mais moi, en fait, je t'hospitalise plus pour ta note mélancolique, le fait que tu veux tuer la maladie plutôt que l'anorexie, c'est pas le problème de ton poids qui m'intéresse, c'est le problème de sa survie, parce que si tu meurs, il n'y a plus de relation possible. Hein. Et après, en ayant son accord, qui après est invalidé lorsque je sors de mon bureau, je fais revenir les parents, et là, je dis le contrat thérapeutique tendu avec l'adolescent et l'examinateur avec moi. Et donc, ce schéma qui est un peu ritualisé chez moi, on dirait que j'ai donc une addiction à la technique thérapeutique, et quelque chose qui me protège, parce que faut quand même un cadre quand on fonctionne, et
et bien que je commençais par le désordre, en fait, je suis obligé d'être plus rigoureux dans la conduite pour finalement donner un avis. Alors, tout ça me rend très optimiste avec deux notions. La notion peut-être un peu paradoxale que l'hospitalisation soigne, quoi. Que lorsqu'un adolescent qui va mal accepte d'être hospitalisé, quelles que soient les modalités, soit hôpital classique, temps plein, soit hôpital de jour, soit hôpital de nuit, hospitalisé que la nuit étant scolarisé à l'extérieur le reste du temps, quoi. Ou alors, autre modalité, nouvelle, peut-être un suivi en vidéo. Un suivi en vidéo qui a beaucoup d'intérêt, comme les consultations préalables à une psychanalyse. Lorsque on voit un psychanalyste 3-4 fois avant qu'il décide d'une réflexion, d'un travail psychanalytique. La vidéo peut être un préalable à une rencontre en présentiel. Je le vois notamment dans les phobies scolaires. Si on est en vidéo avec l'infirmière du collège et qu'on voit pourquoi elle a mal au ventre, pourquoi elle vient souvent à l'infirmerie, ça peut non seulement être préventif, mais aussi une porte d'entrée s'il y a une phobie sociale, par exemple, qui est plus grave que la phobie scolaire, quelque chose après d'un présentiel. On se connaît et on intervient plus rapidement qu'un délai de consultation induit. Donc je crois que le développement des nouvelles techniques est très intéressant, sachant aussi que, et c'est quelque chose que des chercheurs ont montré, que lorsqu'on a plein d'amis virtuels, après, on a plus d'amis réels. Et que l'inhibition, parce qu'on s'intéresse toujours à l'instabilité, aux troubles du caractère, aux troubles des conduites, à la fugue, à que sais-je, et on s'intéresse moins à la timidité, au repli sur soi, qui est peut-être plus grave que l'expression d'un malaise et qui risque d'être mise sur le côté. Et donc l'inhibition peut être levée par quelque chose d'une vidéo qui permet je pense au mutisme électif, par exemple. Peut-être qu'en vidéo, on a là une voie de discussion qui est intéressante. Donc vous voyez, il y a le fait d'être finalement, de respecter le monde d'adolescents, de respecter le monde dans lequel on pénètre par la confiance qu'il nous fait, quoi. Et je terminerai par ce que m'a appris mon maître Tatossian, grand phénoménologue devant l'éternel, qui me disait, tu sais, quand tu vois un adolescent qui va mal, et c'est resté vraiment inscrit en moi, et je pratique ça vraiment journellement, quand tu vois un adolescent qui va mal, cherche sur lui des processus d'anticipation. Et je crois qu'il avait raison, Tatossian, parce que dès qu'on accroche quelque chose, même si c'est utopique, l'autre jour j'ai vu un adolescent en grosse difficulté qui veut être scénariste, et il lit pas, donc il ne le saura pas, mais n'empêche qu'il veut être scénariste. Et donc sur cette partie saine de projection du futur, car si on n'a pas d'avenir, si on n'a pas de passé, si on n'a pas d'avenir, quand même, on risque de trouver que la vie est plus dangereuse et plus difficile que la mort, quoi. C'est-à-dire que les adolescents sont parfois dans le tout ou rien, et mourir, c'est quand même plus facile que de vivre, tellement c'est difficile. Donc, chercher une anticipation comme aussi lueur d'espérance du praticien, du clinicien, de dire voilà sur le quoi je vais m'appuyer, et avec la condition sine qua non d'une excellente mémoire. Je crois qu'il y a deux conditions à faire ce métier. Il faut une bonne mémoire et il faut être optimiste. Je vous remercie.